Les chevaliers teutoniques sont un ordre militaire et religieux fondé au début du XIIIe siècle qui a joué un rôle majeur dans les croisades, la colonisation et la christianisation de l'Europe orientale. Les chevaliers teutoniques se distinguent par leur origine germanique, leur vocation hospitalière et leur discipline militaire, mais également par leur organisation administrative, leur mode de vie ascétique, leur réseau de fortifications impressionnant ou bien leur contrôle d'un vaste territoire appelé État teutonique. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire fascinante des chevaliers teutoniques, un ordre militaire et religieux qui a joué un rôle important dans les croisades et la colonisation de l'Europe de l'Est. Qui étaient réellement ces chevaliers? Quelles étaient leurs motivations? Quel héritage ont-ils laissé? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo. Bon visionnage! Au cœur du XIIe siècle, alors que l'Europe était en pleine effervescence, un ordre militaire émergea des brumes de l'histoire. Cet ordre, connu sous le nom d'ordre des chevaliers teutoniques, allait jouer un rôle crucial dans la défense de la chrétienté et la propagation de la foi. Tout commence en 1190, lorsque l'empereur germanique, Frédéric Barberousse, lors de la Troisième Croisade, fonda un hôpital à Jérusalem pour soigner les pèlerins malades. Cet hôpital, géré par des moines et des chevaliers, devint rapidement un centre d'assistance pour les chrétiens en Terre Sainte. Ces chevaliers, originaires d'Allemagne, étaient dévoués à la cause et se distinguèrent par leur courage et leur piété. En 1198, l'ordre des chevaliers teutoniques fut officiellement créé par le pape Clément III. Son but initial était de protéger les pèlerins et de défendre les territoires chrétiens en Terre Sainte. Cependant, avec le déclin des croisades et la perte de Jérusalem en 1187, l'ordre se tourna vers le nord de l'Europe. Les chevaliers teutoniques s'installèrent donc en Prusse, une région païenne où les tribus baltes menaçaient les frontières chrétiennes. Ils entreprirent la conversion des païens et la construction de forteresses pour défendre les terres nouvellement acquises. Leur zèle et leur discipline militaire leur permirent de gagner rapidement en influence. L'ordre des chevaliers teutoniques devint alors une puissance politique et économique dans la région baltique. Ils établirent des villes, collectèrent des impôts et développèrent un système de gouvernance efficace. Cependant, leur expansion suscita également des tensions avec les autres puissances européennes, notamment la Pologne et la Lituanie. Au XIVe siècle, l'ordre entra en conflit avec la Lituanie païenne, dirigée par le grand-duc Gediminas. La bataille de Grunwald, en 1410, fut un tournant décisif où les chevaliers teutoniques subirent une défaite cuisante. Leur pouvoir déclina progressivement et l'ordre se replia sur ses possessions en Prusse orientale. Malgré ces revers, l'ordre des chevaliers teutoniques laissa une empreinte durable dans l'histoire européenne. Leurs forteresses, leur église et leur institution subsistent encore aujourd'hui, témoignant de leur rôle dans la christianisation de l'Europe de l'Est. Ainsi, l'ordre des chevaliers teutoniques fondé dans l'ombre des croisades devint un pilier de la chrétienté médiévale. Leur exploit, leur lutte et leur héritage continuent de fasciner les historiens et les amateurs d'histoire. Au crépuscule du Moyen-Âge, l'ordre des chevaliers teutoniques, ces moines guerriers germaniques, se dressait comme une forteresse de la foi chrétienne aux confins orientaux de l'Europe. Après avoir établi leur domination en Terre Sainte, les chevaliers teutoniques se tournèrent donc vers le nord, où les terres baltes, encore païennes, appelaient à la conversion et à la croisade. Sous le règne de grands maîtres tels que Hermann von Salza, l'ordre connut une expansion fulgurante. Ils bâtirent des châteaux imprenables, des villes florissantes comme Königsberg, et établirent leur influence jusqu'aux rives de la mer Baltique. La Prusse, sous leur égide, devint un bastion de la chrétienté, un phare dans les ténèbres du paganisme. Mais la puissance attire l'envie et la crainte. Les peuples baltes subjugués se soulevèrent contre l'autorité teutonique. Des révoltes éclatèrent, sanglantes et désespérées, mais furent réprimées avec une main de fer dans un gant de velours. L'ordre, toutefois, ne se contentait pas de la guerre, il apportait aussi la paix et le progrès, introduisant l'agriculture, le commerce et les arts de l'Occident. La consolidation de leur pouvoir ne se fit pas sans heurts. À l'ouest, les royaumes chrétiens observaient avec méfiance cette puissance montante. Le roi de Pologne, allié aux Lituaniens, encore païens, défia l'ordre. La tension monta inexorable jusqu'à l'affrontement inévitable. La bataille de Grunwald,
en 1410 fut un coup de tonnerre qui ébranla l'édifice teutonique. Les armées polono-lituaniennes, sous le commandement du roi Ladislas II et Jagellon, infligèrent une défaite cuisante aux chevaliers. L'ordre, bien que blessé, ne fut pas anéanti, mais son aura d'invincibilité s'était dissipée. Les siècles suivants virent l'ordre teutonique se transformer. La réforme protestante ébranla ses fondations religieuses et les guerres incessantes le seignèrent à blanc. En 1525, le dernier grand maître, Albert de Brandebourg-Ansbach, se convertit au luthéranisme et sécularisa l'ordre, transformant la Prusse en un duché héréditaire sous la suzeraineté polonaise. L'ordre des chevaliers teutoniques, jadis redoutable machine de guerre et de foi, devint alors un chapitre de l'histoire, un souvenir d'une époque révolue. Mais leur héritage perdure dans les pierres de leurs châteaux, dans les rues de leurs cités et dans la mémoire des peuples qui les ont façonnés. Au cœur des vastes étendues de l'Europe médiévale, l'ordre des chevaliers teutoniques se dressait comme un pilier de la foi chrétienne et de la chevalerie. Mais derrière les murs de leur forteresse et sous leur armure austère, une organisation complexe et bien structurée gouvernait leur action et leur destinée. Le grand maître, élu à vie, était le cœur de l'ordre. Il portait la double couronne de la chevalerie et de la spiritualité, car il était également prince du Saint-Empire germanique. Sa tâche était immense, diriger l'ordre, prendre des décisions stratégiques et maintenir l'unité parmi les chevaliers. Autour de lui gravitaient 5 dignitaires essentiels. Le grand commandeur, gardien des traditions et des rituels, il veillait à ce que l'ordre respecte ses valeurs et son code d'honneur. Le maréchal, maître de la logistique militaire, il organisait les campagnes, supervisait les entraînements et assurait la discipline des chevaliers. L'hospitalier, chargé des hôpitaux et des soins aux blessés, il incarnait la charité chrétienne au sein de l'ordre. Le trésorier, gardien des finances, il gérait les ressources, collectait les impôts et finançait les opérations militaires. Et enfin, l'officier chargé de la grande robe, qui était responsable des cérémonies et des symboles, il veillait à ce que la croix noire sur la tunique blanche des chevaliers reste un emblème respecté. Le conseil et les frères jouaient également un rôle crucial. Le grand conseil composé des 5 dignitaires et d'autres membres éminents délibérait sur les grandes décisions. Les frères, qu'ils soient chevaliers ou sergents, avaient aussi leur mot à dire. Un conseil restreint de 12 frères, dont un chapelain, élisait le grand maître et participait aux choix cruciaux. L'ordre possédait des commanderies et des châteaux dispersés à travers toute l'Europe. Chaque commanderie était dirigée par un commandeur, secondé par des administrateurs et des chapelains. Ces centres étaient des nœuds vitaux pour la gestion des terres, la collecte des revenus et la formation des chevaliers. Au-delà de l'administration, la foi guidait chaque aspect de la vie des chevaliers. Leurs vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance les unissaient dans une fraternité sacrée. Leur croix noire symbolisait leur engagement envers la lutte contre les infidèles et la défense de la chrétienté. Ainsi, l'ordre des chevaliers teutoniques, avec sa structure rigoureuse et son idéal chevaleresque, laissa une empreinte indélébile dans l'histoire européenne. Leurs châteaux majestueux et leurs exploits continuent de fasciner les amateurs d'histoire, témoignant de l'âge d'or de la chevalerie et de la foi médiévale. Dans l'enceinte des châteaux austères et des commanderies éparpillées à travers les terres baltes et prussiennes, la vie quotidienne des chevaliers teutoniques était régie par une discipline de fer et un dévouement absolu à leur mission. Ces hommes, revêtus de l'armure de Dieu, autant que de celle forgée par les mains des meilleurs artisans, menaient une existence où la rigueur monastique se mêlait à la rigueur militaire. Dès l'aube, le son des cloches appelait les frères à la prière. Les offices divins rythmaient la journée, entrecoupés par des périodes de travail manuel, d'entraînement au combat et de gestion des affaires de l'ordre. La vie en communauté était essentielle et chaque chevalier devait obéir aux règles strictes qui régissaient l'ordre, notamment les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Les repas étaient pris en silence dans le réfectoire où l'on lisait des passages de la Bible ou des vies de saints. La nourriture était simple et frugale, reflétant l'ascétisme de leur engagement. Les chevaliers teutoniques étaient également des administrateurs compétents, gérant des terres étendues, supervisant les serfs et les artisans, s'assurant que les ressources nécessaires pour soutenir leurs efforts militaires et hospitaliers étaient disponibles. L'entraînement martial était une composante cruciale de leur quotidien. Ils maîtrisaient en effet l'épée, la lance
et d'autres armes, se préparant pour les conflits inévitables avec les peuples païens ou bien les forces hostiles. Les chevaliers teutoniques étaient reconnus pour leur bravoure et leur tactique sur le champ de bataille, souvent en infériorité numérique mais rarement vaincus grâce à leur discipline et leur stratégie. Malgré leur vocation guerrière, les chevaliers teutoniques ne négligeaient pas les soins aux malades et aux blessés. Ils administraient des hôpitaux où les frères hospitaliers prodiguaient des soins avec compassion et compétence, suivant l'exemple du Christ, le guérisseur ultime. La vie au sein de l'ordre teutonique était donc un mélange de prière, de travail et de guerre. Elle était marquée par une quête incessante de spiritualité et d'efficacité dans le but ultime de défendre la chrétienté et d'étendre ses frontières. Les chevaliers teutoniques ont laissé un héritage de détermination et de foi qui continue d'inspirer et de fasciner des siècles plus tard. Dans les contrées embrumées de l'Europe médiévale, l'ordre des chevaliers teutoniques incarnait la fusion de la ferveur religieuse et de la rigueur militaire. Fondé dans le sillage des croisades, cet ordre monastique et militaire était composé d'hommes qui avaient dédié leur vie à la défense de la chrétienté et à l'expansion de ses frontières. Leur mode de guerre, imprégné de leur foi inébranlable et de leur discipline de fer, était un reflet de leur engagement total envers leur cause sacrée. Les chevaliers teutoniques reconnaissables, à leur manteau blanc orné d'une croix noire, étaient des maîtres dans l'art de la guerre médiévale. Ils combinaient une formation rigoureuse avec une stratégie militaire avancée, ce qui leur permettait de mener des campagnes efficaces dans les territoires hostiles. Leur armement était à la pointe de la technologie de l'époque, comprenant des épées longues, des lances, des arbalètes, ainsi que des armures complètes qui les rendaient redoutables sur le champ de bataille. La tactique teutonique était caractérisée par une approche méthodique et calculée. Avant chaque bataille, les chevaliers se préparaient spirituellement par la prière, cherchant la bénédiction divine pour leurs armes et leurs causes. Sur le terrain, ils formaient des lignes serrées, avançant comme un seul homme contre l'ennemi. Leur cavalerie lourde, soutenue par des fantassins disciplinés, était capable de briser les rangs adverses avec une charge dévastatrice. Les sièges étaient une autre spécialité de l'ordre teutonique. Ils construisaient ainsi des machines de siège imposantes telles que des béliers, des tours de siège et des catapultes pour briser les murs des forteresses ennemies. Leur ingénierie et leur persévérance leur permettaient souvent de remporter des victoires contre des défenseurs bien retranchés. Cependant, le mode de guerre des chevaliers teutoniques n'était pas seulement axé sur la force brute. Ils étaient également connus pour leur utilisation astucieuse du renseignement et de la diplomatie. Parfois, ils préféraient négocier ou utiliser la subversion pour atteindre leur objectif, évitant ainsi des pertes inutiles parmi leurs rangs et parmi les populations civiles. Malgré leur puissance militaire, les chevaliers teutoniques faisaient face à des défis considérables. Leur expansion en Europe de l'Est les a mis en conflit avec des royaumes chrétiens voisins et des peuples païens résistants. La bataille de Grunwald en 1410, où ils furent défaits par une coalition menée par le royaume de Pologne-Lituanie, marqua le début de leur déclin militaire et politique. En fin de compte, le mode de guerre des chevaliers teutoniques, bien que formidable, ne pouvait pas toujours surmonter les réalités changeantes de la politique et du pouvoir en Europe. Leur héritage, cependant, perdure dans l'histoire comme un exemple de la combinaison de la foi, de la discipline et de la stratégie militaire dans le contexte médiéval. Dans les annales de l'histoire médiévale, l'ordre des chevaliers teutoniques se distingue par son habileté à ériger des fortifications imposantes et à exercer un contrôle rigoureux sur les territoires qu'ils administraient. Ces chevaliers, reconnus pour leur croix noire sur leur tunique blanche, ont non seulement mené des campagnes militaires, mais ont également maîtrisé l'art de la construction de châteaux et de la diplomatie, étendant ainsi leur influence depuis leur base en Prusse jusqu'aux confins de l'Europe, de la Sicile et de la Lituanie. Leur stratégie de fortification était un élément clé de leur contrôle territorial. Les chevaliers teutoniques construisaient des châteaux à des emplacements stratégiques, souvent sur des terres conquises aux païens baltes. Ces châteaux, véritables bastions de pierre, servaient non seulement de centre de commandement militaire et de défense, mais aussi de symbole de la présence teutonique et de la chrétienté dans la région. Leur architecture robuste et fonctionnelle reflétait la nature militaire de l'ordre, avec des murs épais, des tours de guet et des douves.
conçus pour résister aux sièges et aux attaques. Les chevaliers teutoniques étaient également des administrateurs compétents. En effet, ils organisaient les territoires sur leur contrôle en commanderies, chacune dirigée par un commandeur qui supervisait la gestion des terres, la collecte des impôts et la justice. Ces commanderies étaient le fondement de l'administration teutonique et permettaient un contrôle efficace et centralisé des vastes étendues de territoire. Le réseau de châteaux et de commanderies créé par les chevaliers teutoniques était non seulement un moyen de défense, mais aussi un outil d'intégration économique et sociale. Il favorisait le peuplement des terres conquises par des colons chrétiens, souvent allemands, ce qui contribuait à la germanisation de la région. Les chevaliers teutoniques encourageaient également le développement du commerce et de l'agriculture, transformant les terres sauvages en régions prospères. Cependant, la puissance de l'ordre teutonique et son expansion agressive ont finalement conduit à des conflits avec des royaumes voisins. Leur défaite à la bataille de Grunwald en 1410 contre les forces polono-lituaniennes a marqué le début de leur déclin. Malgré cela, les fortifications qu'ils ont laissées derrière eux restent des témoins de leur ingéniosité et de leur impact durable sur l'histoire européenne. Les chevaliers teutoniques ont donc joué un rôle crucial dans la transformation de l'Europe de l'Est médiévale. Leur héritage architectural, visible dans les ruines de leurs châteaux, et leur influence culturelle et politique continuent d'être étudiés et admirés pour leur contribution significative à l'histoire du continent. L'ordre des chevaliers teutoniques, ces moines soldats de la chrétienté, a connu une trajectoire fulgurante marquée par une ascension vertigineuse et un déclin inéluctable. Leur chute, telle une tragédie antique, fut le résultat d'une série d'événements et de tournants historiques qui ont ébranlé les fondations mêmes de leur puissance. À la fin du XIVe siècle, l'ordre teutonique avait atteint son apogée, dominant de vastes territoires en Europe de l'Est et imposant sa règle sur les peuples baltes. Les chevaliers teutoniques, reconnus pour leur discipline et leur efficacité militaire, avaient établi un réseau de forteresses et de commanderies qui s'étendait sur des kilomètres, symbolisant leur puissance et leur influence. Cependant, les premiers signes de faiblesse apparurent lorsque les tensions avec les royaumes voisins s'intensifièrent. La bataille de Grunwald en 1410, où ils furent défaits par une coalition menée par le royaume de Pologne et Lituanie, marqua le début de leur déclin. Cette défaite ébranla leur réputation d'invincibilité et entama leur autorité. Les conflits internes et les pressions extérieures s'accumulèrent, affaiblissant progressivement l'ordre. Les chevaliers teutoniques durent faire face à des soulèvements des populations locales, à des luttes de pouvoirs internes et à des difficultés financières croissantes. Leurs ressources, autrefois abondantes grâce aux contributions des territoires conquis et des dons de la noblesse européenne, se tarirent. En outre, l'émergence de nouvelles puissances militaires et l'évolution des techniques de guerre rendirent leurs méthodes obsolètes. Au fil du temps, l'ordre perdit ses territoires et son influence politique. La sécularisation de l'ordre, initiée par le grand maître Albert de Brandebourg-Ansbach, qui se convertit au luthéranisme et transforma les domaines de l'ordre en duché de Prusse, marqua la fin de l'ordre teutonique en tant que force monastique et militaire. Bien que l'ordre ait survécu sous différentes formes, son rôle dans les affaires européennes avait radicalement changé. L'héritage des chevaliers teutoniques demeure cependant dans l'architecture de leurs châteaux et dans les récits de leur bravoure et de leur foi qui continuent d'inspirer et de captiver l'imagination des gens à travers les siècles. La bataille de Tannenberg, également appelée bataille de Grunwald, est un affrontement historique qui a marqué profondément les annales de l'Europe médiévale. Le 15 juillet 1410, dans les plaines de ce qui est aujourd'hui la Pologne, les forces de l'Union de Pologne et Lituanie, menées par le roi Ladislas II Jagiellon et le grand-duc Vytautas, se sont heurtées à l'armée de l'ordre des chevaliers teutoniques, commandée par le grand maître Ulrich von Jungingen. Cette bataille, souvent enveloppée dans le voile du mythe et de la légende, fut le théâtre d'une lutte acharnée entre deux mondes. D'un côté, l'ordre teutonique, avec ses chevaliers en armure lourde, symbole de la croisade chrétienne et de l'expansion germanique vers l'Est. De l'autre, une coalition de Polonais et de Lituaniens déterminés à défendre leur territoire et leur indépendance. Les chevaliers teutoniques, reconnus pour leur discipline militaire et leur ferveur religieuse, étaient des maîtres dans l'art de la guerre médiévale. Leur armement, composé d'épées longues, de lances et d'arbalètes, ainsi que leur armure complète, les rendait redoutables sur le champ de bataille.
Ils formaient des lignes serrées, avançant comme un seul homme contre l'ennemi, leur cavalerie lourde prête à briser les rangs adverses avec une charge dévastatrice. Cependant, la bataille de Tannenberg allait révéler les limites de cette machine de guerre apparemment invincible. Sous une chaleur caniculaire, la coalition polono-lituanienne, utilisant une combinaison de tactiques innovantes et de manœuvres habiles, a réussi à prendre l'avantage. Les archers et les lanciers lituaniens, agiles et rapides, ont contourné les lourdes formations teutoniques, semant le désordre et la confusion. Le grand maître Ulrich von Jungingen, confiant dans la supériorité de ses chevaliers, a sous-estimé la détermination et la stratégie de ses adversaires. Lorsque les forces polono-lituaniennes ont lancé leur assaut final, les lignes teutoniques, déjà affaiblies par la chaleur et les attaques répétées, ont commencé à céder. La mort de von Jungingen, tombé au combat, a porté un coup fatal au moral des chevaliers teutoniques. La défaite fut cuisante, et pour cause, les pertes teutoniques furent énormes, avec des milliers de morts, dont de nombreux chevaliers de haut rang. Les prisonniers se comptaient par milliers. Malgré leur résistance au siège de Marienburg, qui suivit, l'ordre teutonique ne se remit jamais complètement de cette défaite. Les conséquences financières et politiques de la bataille ont entraîné des tensions internes et une crise économique sur leurs terres. La bataille de Tannenberg a marqué un tournant significatif dans les pouvoirs en Europe orientale et a permis à l'union de Pologne et Lituanie de devenir la puissance politique et militaire dominante dans la région. Elle est considérée comme l'une des plus importantes victoires dans l'histoire polonaise et lituanienne et est célébrée comme un symbole de résistance face aux envahisseurs et une source de fierté nationale. L'ordre des chevaliers teutoniques, fondé à la fin du XIIe siècle, a laissé un héritage complexe et durable qui continue d'influencer les régions qu'ils ont autrefois gouvernées. Ces chevaliers, connus pour leur croix noire sur tunique blanche, ont marqué l'histoire par leur rôle dans la christianisation de l'Europe de l'Est et leur contribution à la culture germanique dans la région. L'ordre a été créé initialement pour aider les pèlerins en Terre Sainte, mais il a rapidement évolué en une force militaire et politique majeure, notamment en Prusse et dans les pays baltes. Les chevaliers teutoniques ont non seulement mené des campagnes militaires, mais ont également maîtrisé l'art de la construction de châteaux et de la diplomatie, étendant ainsi leur influence depuis leur base en Prusse jusqu'aux confins de l'Europe. Leur héritage se manifeste principalement à travers l'architecture et les institutions qu'ils ont laissées derrière eux. Les forteresses, églises et bibliothèques témoignent encore aujourd'hui d'un style de vie médiéval et chevaleresque unique à l'ordre. En Estonie, par exemple, l'influence allemande perdure et l'héritage germano-luthérien des chevaliers teutoniques est encore visible dans la mentalité locale, notamment dans le souci de la transparence, du travail bien fait et le refus de la corruption. L'ordre a également joué un rôle crucial dans le rapprochement de l'Europe de l'Est avec l'Europe occidentale, bien que ce processus ait été marqué par la perte de l'indépendance des peuples baltes au XIIIe siècle. La minorité germanophone, qui représentait l'élite politique, militaire, commerciale et religieuse, a dominé les territoires pendant des siècles, laissant une empreinte indélébile sur la culture et la société. Malgré la dissolution de l'ordre, en tant que force militaire et monastique, son esprit survit à travers diverses organisations qui perpétuent ses traditions humanitaires et caritatives. Dans l'Europe de l'Est, post-guerre froide, on assiste même à une renaissance de l'ordre avec une nouvelle vocation axée sur l'aide humanitaire. L'héritage des chevaliers teutoniques est donc un mélange de conquêtes, de foi, de culture et de traditions qui a façonné l'identité de nombreuses régions européennes. Leur influence se ressent encore aujourd'hui, non seulement dans les monuments et les œuvres d'art qu'ils ont laissées, mais aussi dans les valeurs et les idéaux qui continuent d'inspirer les sociétés qu'ils ont autrefois gouvernées. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que vous l'aurez appréciée. Dans ce cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à la partager. Et si vous voulez soutenir mon travail en effectuant un don, vous avez à votre disposition la plateforme Tipeee ou bien le bouton merci situé sur l'ensemble des vidéos. En attendant, on se retrouve très prochainement pour un nouveau documentaire sur Hérodoc, la chaîne Histoire, ou bien à tout de suite si vous souhaitez visionner une autre vidéo de la chaîne.